Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Deep Talk. Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode, le Deep Talk se déplace à Toulouse. Et qui dit Toulouse dit bien sûr un fleuron de l'industrie toulousaine. Du coup j'ai le plaisir de recevoir Catherine Gestin qui est Executive VP Digital chez Airbus notamment et aussi Chairwoman of Board de Gaia-X. Bienvenue Catherine. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir aussi accepté l'invitation. Je sais que le timing est très serré. On est en plein cœur de la mêlée numérique, qui est un événement qui se passe en plein cœur d'un musée. Alors, si je viens d'apprendre ça, c'est un musée en plein Toulouse, en plein cœur de Toulouse, du coup, qui réunit énormément d'entreprises. On a ici la liste de toutes les entreprises. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur Catherine. Catherine, est-ce que déjà, tu peux nous dire comment se passe l'événement aujourd'hui ? Ouais, très bien, il y a beaucoup de monde. Je discutais avec Henri Dagrin du CIDREF qui est là depuis plusieurs jours. Il y a énormément de participants, c'est très dynamique cette année, donc ça semble être une édition très réussie de la mêlée du numérique. Ça a l'air très intéressant en tout cas. On va peut-être commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu, je sais que tu as géré la transformation digitale chez Airbus, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as géré ton arrivée chez Airbus et quel est ton rôle chez Airbus ? Alors mon rôle chez Airbus, donc c'est effectivement de gérer l'ensemble en fait des moyens digitaux de la société. C'est une équipe de 3500 personnes, c'est des budgets conséquents, on est proche des 2 milliards au total. C'est effectivement plus de 150 000 salariés qui utilisent au quotidien nos solutions. Donc on a beaucoup de travail et beaucoup de projets en cours, notamment sur l'IA, la data, mais pas que. On va y revenir, c'est le sujet du podcast. On a aussi beaucoup d'investissements dans la cybersécurité, on a aussi beaucoup de projets autour du cloud. Effectivement, avec les révolutions de la dernière décennie, on a effectivement beaucoup de transformations à faire. Et j'ai la chance effectivement d'avoir une très bonne équipe et une assez grosse équipe pour m'aider à faire tout ce mouvement-là. J'imagine. Si on rentre dans le vif du sujet, c'est vrai que nous, le sujet du podcast, c'est l'IA aujourd'hui avec la révolution de ChatGPT qu'il y a eu il y a 2 ans. Tout le monde se dit, mais comment les grosses entreprises ont attaqué ce virage et quelles sont les initiatives qu'ils ont mis en place ? Alors, on parle beaucoup de maintenance prédictive avec les IA, on parle de jumeaux numériques aussi dans mon podcast, on parle d'IA générative, de chatbot. Quelles sont les premières évolutions que tu as mis en place au sein d'Airbus et quelles sont les réussites, j'ai envie de te dire, sur l'IA générative ? D'accord. Alors la première chose, c'est que en fait, l'IA est arrivée chez Airbus bien avant moi, puisque en fait, on a commencé chez Airbus à faire de l'IA dans les années 90. Les premières applications, en fait, c'était les applications sur l'imagerie satellitaire. Ça a donné un produit qui aujourd'hui s'appelle One Atlas, qui est utilisé par l'agriculture pour optimiser les productions et les rendements. C'est utilisé par les assurances dans les cas de désastres écologiques. C'est utilisé dans la lutte contre la déforestation. Donc, il y a également, bien évidemment, des applications militaires en fait pour cette application. Donc, ça a commencé il y a très longtemps. Je dirais que j'ai pas la propriété de l'IA chez Airbus. Après, effectivement, on a avant ChatGPT, on va dire ça comme ça, l'IA c'était essentiellement un débat d'experts entre des experts dans mes équipes et des experts au bureau d'études et donc autour de l'utilisation de l'IA dans nos produits. Depuis ChatGPT, ça a effectivement beaucoup changé, c'est-à-dire qu'en fait, toute l'entreprise s'est emparée de l'IA. Aujourd'hui, on a travaillé en fait à d'abord identifier les cas d'usage avec toutes les fonctions de l'entreprise. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule fonction de l'entreprise qui nous a dit non mais laissez-nous tranquilles, nous l'IA c'est pas pour nous. Donc tout le monde est venu en fait avec des cas d'usage. Donc ensuite on a fait des comme tout le monde des POC. Donc on a lancé une vingtaine d'espaces dans lesquels on a laissé les fonctions avec le support des équipes digitales se faire la main un petit peu sur leur cas d'usage.
Et là maintenant, en fait, on est rentré dans un processus depuis le mois de juin. On a sélectionné 12 cas d'usage qui nous semblent les plus prometteurs en termes de résultats pour l'entreprise et d'impact pour l'entreprise, et qu'on est en train de développer. Donc les premiers sont déjà... Le premier est en production depuis quelques mois. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est ça qui intéresse les auditeurs, c'est de savoir quels sont ces cas d'usage. Alors le cas d'usage dont je parle, là, c'est ce qu'on appelle un assistant pour les ingénieurs du bureau d'études qui sont en charge du support vers nos clients. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a une sorte de centre d'appel pour nos clients qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est ici à Toulouse, vers lequel les clients appellent quand ils ont un problème sur un de leurs avions. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de la question qui est posée par le client et des symptômes, on récupère en fait dans notre base de données, où on a plusieurs millions d'incidents, les incidents les plus proches et les solutions qui ont été apportées. Et donc ça permet en fait à l'ingénieur qui est en face du client de lui apporter beaucoup plus rapidement une réponse. Ouais. On est passé d'un temps moyen qui se comptait en journée à un temps moyen qui se compte maintenant en heures. Ouais, génial. Un vrai gain de productivité du coup sur ces supports. Alors pas forcément de c'est un gain de qualité. C'est un gain plutôt de temps de réponse. C'est un support pour les clients particuliers ou pour les B2B pour toutes les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes qui travaillent avec vous. Qui travaillent avec nous, donc qui ont un Airbus et puis il y a un voyant qui s'allume, ou il y a un sensor qui donne une information qui est pas dans les normes. Et donc dans ce cas-là, il va appeler pour savoir en fait quelle est la solution à apporter ça, j'imagine que c'est un algorithme qui a été entraîné avec énormément de données historiques, de problématiques qu'il aurait pu avoir. Donc on lui donne accès en fait à toute la base de données de tous les incidents qui ont été enregistrés depuis des décennies chez Airbus. Donc on a tout numérisé parce qu'il y avait au tout début c'était papier. C'est parti du digital, ça. Voilà. Ça, on parle du digital, donc on a commencé par numériser en fait ces incidents-là. On les a mergés avec ceux qui étaient déjà digitalisés et on en a fait une base de données sur laquelle on a effectivement entraîné le modèle. Hyper intéressant. Est-ce que vous regardez les sujets agentiques ou d'agents par exemple aujourd'hui? Est-ce que c'est des sujets qui sont encore un petit peu loin par rapport à ça? Alors c'est pas loin, mais c'est pas encore en production. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans la phase, je décrivais la phase expérimentation après l'arrivée de ChatGPT. On est dans cette phase-là aujourd'hui sur l'Agentic AI. Ouais. Donc on est au tout début, mais on a déjà des choses très intéressantes. Alors je vais prendre un exemple plutôt drôle. Je faisais donc un speech sur la souveraineté numérique juste avant. Oui. Et donc j'ai demandé à mon patron, la personne qui s'occupe chez moi de la stratégie, de le revoir. Et en fait, il a demandé à un agent Gemini de le faire et de le comparer par rapport à tous les documents de stratégie où on s'exprime sur la souveraineté, donc les communiqués de presse, etc. Et il m'a dit, et il m'a donné la conclusion du petit agent. Ouais. Petit agent disait c'est bon, il y a pas de, c'est complètement en ligne avec ce qu'on a pu raconter par ailleurs. Mais donc, ça rejoint ce que tu dis, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'air du temps. Moi, pour préparer un podcast, j'ai fait des recherches sur toi, par exemple, et j'ai utilisé des agents qui ont été scrappés. Je te dis tout à l'heure, les podcasts que tu as déjà fait, les interventions. Et en fait, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Et on s'en rend compte qu'en fait, il ne faut pas le voir comme un remplacement, mais plutôt comme un copilote qui va nous aider dans nos tâches au quotidien pour essayer d'améliorer notre productivité ou notre réponse à des supports, par exemple. Et on le voit dans tout type d'ingénierie. Et c'est vrai que ça, c'est effectivement vraiment la philosophie d'Airbus. En fait, elle est pas de remplacer l'humain. Ouais. Elle est vraiment d'augmenter l'humain. Donc c'est pour ça aussi que quand on a pris la décision de déployer Gemini à tous les employés. Donc de façon à ce que un compagnon et de les former du coup dessus, j'imagine. Et de les former bien sûr. Parce que ça leur permet déjà de s'approprier la technologie et de voir qu'effectivement c'est utile, ça les aide dans leur travail au quotidien et que ça les remplace pas. Donc ça les rassure aussi
sur le fait que, effectivement, ça ne va pas venir les remplacer. Donc ça nous aide aussi, en fait, ensuite, à passer à l'étape suivante et aller sur des cas d'usage où, effectivement, là, on va avoir des gains de productivité. On s'est amusé sur Gemini, on a fait des groupes A et B, donc des tests, où fameux A/B test. voilà, donc et on a demandé à un groupe de faire une certaine tâche, un certain nombre de tâches sans Gemini, et puis un autre groupe avec Gemini. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le groupe qui a Gemini, il améliore de sa productivité, donc il va en gros 29%, 30% plus vite que le groupe qui n'a pas Gemini. Mais encore plus intéressant, c'est la qualité de la réponse qui est meilleure. C'est-à-dire qu'on est sur une note de 6 sur le groupe sans Gemini, alors qu'on est à 7,5 en termes de qualité sur le groupe qui a Gemini. Donc on commence vraiment à voir l'impact dans l'entreprise et un certain engouement. C'est-à-dire qu'on avait un peu peur, en fait, quand on a lancé toutes ces choses-là, justement, d'avoir de la résistance, de ne pas avoir de... Le changement, c'est toujours inquiétant. Voilà. De toute façon. Et en fait, les gens on a plus de 35 000 employés qui ont pris un cours. Donc on a des e-learning sur l'intelligence artificielle, donc il y en a plusieurs centaines, mais on a déjà 35 000 employés qui ont pris au moins un cours. Et on a 60 000 employés qui ont utilisé Gemini dans les derniers 28 jours. Un taux d'adoption qui est très important. Donc on a un taux d'adoption qui est super important. Et qui est disparate par rapport aux personnes dans l'entreprise. Non. Ça peut être des Alors, techniciens. on voit pas de différence entre si on regarde par fonction, cadre, si on regarde cadre, non cadre, etc. On voit pas de différence. Donc tout le monde s'intéresse en fait au sujet. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est super intéressant. C'est la première fois qu'on a une transformation, parce que moi, j'ai connu la transformation du digital, et c'est vrai que c'était forcément les gens qui étaient très tech et les gens qui étaient un peu moins tech ne s'intéressaient pas, alors que là, ChatGPT, ça intéresse vraiment tout le monde. Gemini, les IA génératives en général intéressent vraiment tout le monde. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et ça permet vraiment de faire des choses qui sont, de faire des gains de productivité. On a utilisé Gemini, par exemple, pour faire une vidéo et un podcast et une présentation Google Slides. Bientôt me remplacer, du coup. À partir d'un texte. Ouais. Donc on avait fait, sur 3 pages, on avait décrit en fait la stratégie d'Airbus en matière d'intelligence artificielle, et on a donné ça à Gemini en lui disant voilà, on veut un podcast, on veut une vidéo et on veut une présentation pour aller en réunion. Et en quelques minutes. Il nous l'a fait, quoi. Alors que ça aurait pris, un humain, ça lui aurait pris des semaines à faire. J'aimerais parler un petit peu de Gaia-X, parce que c'est hyper important. On parle souvent de souveraineté, notamment sur la partie générative avec Mistral. Je ne sais pas si vous l'avez testé aussi, mais voilà, c'est hyper important qu'on ait une souveraineté sur ces technologies-là. Gaia-X, c'est une initiative très très forte dans laquelle tu as participé. Aujourd'hui, est-ce que alors je sais que c'est pas en concurrence, parce que Gaia-X, j'ai fait mes recherches, c'est pas un cloud provider, donc c'est pas concurrent des hyperscalers que peuvent être Amazon, Google et Microsoft. Mais du coup, est-ce que le fait de réglementer, parce que c'est un peu ce qu'on a un peu peur dans la tech, c'est d'être trop réglementé par rapport à la concurrence, qui n'est pas du tout réglementée, on pense aux Américains et aux Chinois. Est-ce que le fait de réglementer ce genre d'initiative-là, ça freine pas un peu l'innovation et on n'est pas un peu en concurrence déloyale face aux Américains et aux Chinois? Alors, pour moi, non. Parce qu'en fait, l'objectif de Gaia-X, on ne réglemente pas. En fait, ce qu'on essaye vraiment de définir, c'est des standards qui vont rendre la vie plus facile aux entreprises. Aux entreprises européennes comme aux entreprises américaines d'ailleurs, puisqu'on a un standard sur ce qu'on appelle le Trust Framework. Ça permet, ou un standard d'interopérabilité entre deux solutions. C'est pas quelque chose qui est propriétaire, et tout le monde en fait peut utiliser les standards qu'on définit. L'idée de Gaia-X, c'est vraiment de mettre en place ces standards de façon à faciliter l'échange de données entre les entreprises, et qui dit échange de données, derrière, effectivement, l'utilisation par l'IA. Le principal, je dirais, la principale cible
de Gaia-X, c'est les espaces de données. Et donc de faciliter l'émergence de ces espaces de données pour que effectivement toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent y avoir accès, pour qu'elles le fassent en confiance, c'est qu'elles se disent c'est moi je reste en contrôle de mes données et je suis celui qui décide via des contrats avec qui je les partage. Donc c'est vraiment ces briques-là qu'on met en place au sein de Gaia-X de façon à faciliter l'émergence de data space au sein des industries. En fait, c'est des verticaux dans la plupart des cas. Tu penses au Lighthouse Project, c'est ça Tu penses au Lighthouse Project? Oui, exactement. Donc, il y a DKDX, il y a Catena-X, il y a Data for Nuclear X. Donc, il y a beaucoup de data space qui sont en train de se mettre en œuvre. Et l'idée, c'est effectivement de créer un espace où les entreprises se sentent en confiance parce qu'il y a des briques qui ont été vérifiées par Gaia-X ou qui sont conformes en tout cas aux standards définis par Gaia-X et qui permettent également l'interopérabilité parce qu'on a aussi Airbus va faire partie d'un seul data space qui est celui de l'aéronautique et de l'espace. Par contre, une entreprise qui travaille pour Airbus, elle peut aussi travailler pour l'industrie nucléaire, elle peut travailler pour EDF, elle peut aussi travailler pour l'industrie automobile. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'interopérabilité pour que pour elle fasse le travail une fois et puis après elle se connecte à un espace ou à un autre, mais elle n'a pas à refaire le travail. Donc c'est ça qu'on essaye de promouvoir au sein de Gaia-X et c'est cette réflexion-là qu'on essaye de faire avancer. Donc mettre à disposition des espaces sécurisés pour l'ensemble des entreprises et plus avoir à se soucier de ces problèmes de cybersécurité ou de données. Ouais. Et puis c'est aussi, par exemple, ce qu'on a vu aussi pour les plus petites entreprises, c'est qu'on peut leur garantir aussi de la conformité. C'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre une fois et pour toutes, effectivement, NIS 2, on va mettre en place une fois et pour toutes Part-IS. Donc on va leur donner en fait les cadres qui vont leur permettre d'être compliant by design, alors que sinon il faut qu'elle le fasse, chaque entreprise le fasse. Donc ça sert aussi en fait à faire gagner du temps et de l'argent en fait à l'ensemble de l'industrie. Et du coup, l'IA vient s'imbriquer aussi sur Gaia-X avec des initiatives comme l'IA Act. Ça va venir. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur le rendre les espaces de données, de partage de données, donc les fameux data space opérationnels. Par contre, effectivement, une fois ces data space opérationnels, l'intérêt, c'est de pouvoir venir y greffer de l'IA. Il y a un sujet qu'on aime bien chez Deep Talk, c'est qu'on respecte la parité. Donc, on a toujours un nombre égal de femmes et d'hommes dans le podcast. Aujourd'hui, on a une femme. Et du coup, la question qu'on pose à toutes les femmes, c'est comment vous avez fait dans cet univers de la tech qui est très masculin. On n'a qu'à voir les écoles d'ingénieurs où il y a énormément d'hommes dans les écoles d'ingénieurs. Je crois qu'il y a moins de 20% des femmes qui sont diplômées d'école d'ingénieurs. Comment tu as fait pour te dépatouiller dans ce monde masculin? Alors, en fait, moi, j'ai pas fait une école d'ingénieur. C'est ce que j'ai vu en préparant le podcast. Moi, je suis diplômé de l'EM Lyon, donc effectivement. Pas mal non plus. Oui, c'est une très très bonne école, mais j'étais pas effectivement prédestiné à faire de la tech. En fait, j'ai commencé vraiment à faire de la tech en arrivant chez Accenture. Et pas en installant en fait des systèmes d'information dans les PME, dans les grandes entreprises, en travaillant sur le re-engineering des processus, en travaillant sur la mise en œuvre de SAP et d'autres solutions chez des grands clients. Donc c'est comme ça en fait que j'ai appris le métier. Je pense que j'ai toujours plutôt vu le fait d'être une femme comme étant un avantage parce que j'étais souvent effectivement la seule autour de la table. Donc quand vous êtes la seule autour de la table, on fait un peu plus attention à vous, à ce que vous dites. Et puis j'ai eu la chance aussi d'arriver à un moment où la parité dans l'entreprise, dans les équipes de direction, etc., devenait un vrai sujet. Et donc du coup, je pense que ça m'a aussi aidé à prendre des postes de direction assez jeunes. Voilà, donc moi je l'ai jamais vu comme un handicap. Et c'est quelque chose que je promeus dans l'entreprise. On fait attention chez Airbus en matière de recrutement, en matière de promotion, à avoir cet équilibre. Moi je suis convaincu que la diversité c'est un atout pour une équipe et pour une entreprise en général. Et donc la diversité dans sa globalité. Dans sa globalité, c'est homme-femme, ingénieur, pas ingénieur. C'est la nationalité. La nationalité, l'origine. Voilà, l'origine. Donc,
tout ça, c'est important. Et j'ai vu un anglo-saxon qui m'avait dit qu'aux États-Unis, il n'y avait que des gens étrangers qui venaient de tout le bord dans les startups américaines. Il y a beaucoup, ouais. Et quand on arrive en France, on est un peu choqué de voir qu'on n'a pas de Mexicains, qu'on n'a pas de Cubains, qu'on n'a pas d'Italiens. Ouais. Et cette force de la diversité amène en fait des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Et ça fait évoluer l'entreprise. Ouais. Ça, c'est hyper important et c'est très anglo-saxon et c'est ce qu'on essaie d'amener dans les startups françaises. Et c'est vrai que chez Airbus, pour le coup, là, on a cette chance-là d'avoir déjà des équipes où l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Moi, j'ai une très grosse équipe en Inde. On a 1100 personnes en Inde. Mais j'ai aussi des équipes en Chine. J'ai des équipes aux États-Unis, au Canada, à Singapour. Et donc, cette diversité, en fait, on l'amène via ces profils-là et via la mobilité. Donc, on a des collègues qui partent dans les autres pays et inversement c'est les gens des différents pays qui viennent aussi à Toulouse et à Hambourg et partout en Europe pour aider l'entreprise. Si on se projette un petit peu sur l'avenir, du coup, 2 questions pour finir ce podcast. C'est quoi la vision Airbus et Gaia-X sur 2030 ? Les prochains objectifs à atteindre. Et la deuxième question sur le recrutement, si tu dois donner un conseil à une personne qui aimerait être recrutée dans tes équipes, quelles seraient les qualités et les forces ? Je pense que pour moi, une qualité, c'est et quelque chose qui est essentiel, c'est l'envie d'apprendre. Parce que en fait, quand vous travaillez dans le digital, vous avez des révolutions tous les 4-5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, personne ne parlait de l'intelligence artificielle. Il y a 20 ans, personne ne parlait d'Internet. Et sont des choses qui sont venues. Les ERP et les softwares, les codes comme on dit, c'est pareil, c'est arrivé il y a 20 ans. Avant, on faisait que du développement spécifique. Et on y revient. C'est-à-dire qu'en fait, on revient de plus en plus vers des développements spécifiques parce que c'est ça qui va permettre effectivement à l'entreprise de gagner en compétitivité, d'avoir un avantage concurrentiel sur ses concurrents, etc. Donc on a ces effets de balancier et ces nouvelles technologies qui arrivent en permanence. On sait que demain, le quantum va venir révolutionner la partie calcul. Donc tout ça, il faut avoir envie d'apprendre parce que si vous arrêtez d'apprendre, vous rentrez dans une entreprise, vous arrêtez d'apprendre, dans 5 ans, vous êtes obsolète. Vous ne servez plus à rien. Donc ça, curiosité et envie d'apprendre. Ouais, curiosité, envie d'apprendre. Et après, dépasser la tech. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure ensemble, c'est que la tech c'est bien, mais il faut aller voir comment elle est utilisée. Donc il faut se déplacer dans les différents services, il faut aller au bureau d'études, il faut aller en production, il faut aller voir les vendeurs, il faut aller voir les gens qui sont aux achats, les personnes au juridique, à la finance, comprendre en fait comment ils utilisent nos produits, de quoi ils ont besoin pour pouvoir revenir et traduire ça en application informatique. C'est là en fait que vous allez vraiment toucher le cœur. Donc si vous arrivez à avoir cette double compétence, c'est-à-dire comprendre ce que l'entreprise fait, ses métiers, ses processus et la tech, vous serez les rois du pétrole. Ne pas faire de la tech pour de la tech. Voilà, on ne fait pas de la tech pour de la tech. Pas faire des applications pour faire une application. Non. C'est vrai qu'on a une destination, c'est le métier et c'est aider le métier en fait. Exactement. Donc, et du coup, la vision sur 2030, c'est quoi les objectifs alors J'ai vu un bel avion en arrivant à l'aéroport qui s'appelait le Beluga, Airbus Beluga, il était impressionnant. Oui, alors le Beluga, c'est un avion un peu particulier parce que c'est un avion qu'on utilise jamais vu, pour Airbus, pour notre logistique en fait, pour transporter les ailes et les sections d'avion des sites de production c'est pour ça qu'il est si gros. Voilà, vers les autres sites. Donc ça nous permet d'aller de Bretonne à Toulouse, de Toulouse à Hambourg, de Rétafé à Hambourg, etc. Donc c'est pas un avion de ligne. Donc d'accord, ok, on le verra jamais. Mais effectivement, il est très très impressionnant et notamment si un jour vous avez l'occasion de rentrer en fait à l'intérieur, en fait vous rentrez dans une cathédrale. C'est juste très très la soute en fait est extrêmement impressionnante. Donc aujourd'hui on travaille sur la prochaine génération d'avions. On travaille sur les ailes du futur qui seront probablement
rétractable, rétractable, flexible, donc pour se rapprocher en fait des ailes des oiseaux. Hein. On a beaucoup de choses dans l'aviation qu'on apprend des oiseaux. On travaille sur les matériaux, donc pour aller vers de plus en plus de composites dans les avions. On travaille sur des nouvelles motorisations. Donc sans révéler aucun secret, il y a un projet qui s'appelle OpenFan, donc avec effectivement un moteur beaucoup plus ouvert sur l'extérieur que les moteurs actuels qui sont installés dans des nacelles. Donc on travaille en fait sur tous ces aspects-là pour avoir un avion qui consomme environ 30% de moins de combustible qu'aujourd'hui. Et on travaille aussi beaucoup sur le SAF, donc les sustainable, alors en français ça doit être les combustibles d'aviation durable, donc SAF en anglais. Aujourd'hui tous nos avions sont certifiés pour voler avec 50% de Sustainable Aviation Fuel. L'idée, c'est qu'en 2030, ils soient tous certifiés avec 100%. Et après, on travaille avec la filière de production de SAF pour effectivement augmenter les quantités et rendre aussi ce carburant plus économiquement viable pour les compagnies aériennes. Donc en baisser le prix, en augmentant les quantités de production, etc. Donc à la fois une des évolutions technologiques et techniques sur les avions, mais aussi de respecter l'environnement et d'avoir des choses un peu plus écologiques. L'industrie aéronautique dans l'ensemble s'est engagée effectivement sur un net zéro en 2050. Ça va pas se faire juste en claquant des doigts. Donc il faut que chacun fasse sa part. Alors on parlait de l'IA tout à l'heure. Une des choses sur lesquelles on travaille aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de temps qui est perdu et de combustion qui se fait, de carburant, sur les aéroports, sur la partie taxi. Donc comment est-ce que on peut avoir par exemple des moteurs électriques pour amener l'avion jusqu'au décollage. Comment est-ce qu'on peut optimiser les avions? De temps en temps, ils font plusieurs tours du périphérique avant d'atterrir. Donc comment est-ce qu'on peut optimiser les vols? On a un projet aussi qui s'appelle Fellowfly, qui est assez intéressant. C'est l'IA et c'est avec de l'IA, en fait, où on perd deux avions, donc on prend deux 350 qui partent de Montréal, qui viennent à Toulouse par exemple, ou à Paris. Il y en a un qui décolle un peu avant l'autre, et l'autre qui suit. Et en fait, celui qui suit, on sait qu'il consomme 5%, entre 5 et 10% de kérosène en moins que celui qui fait. Donc mais c'est le principe des avions, enfin des oiseaux qui volent ou des voitures en formation, qui se suivent avec la prise d'air. Ou les cyclistes qui se suivent, c'est exactement ça. Ouais. Donc c'est exactement le même principe appliqué aux avions. Et ça, en fait, c'est rendu possible par une optimisation des routes que l'on fait via l'intelligence artificielle. Donc là, on travaille avec l'EASA, donc qui est notre autorité de certification. On travaille avec Eurocontrol, qui fait tout le contrôle aérien en Europe, pour voir comment est-ce qu'en fait ces solutions-là peuvent venir aussi diminuer en fait les émissions de CO2 dans notre industrie. Donc, hyper intéressant. C'est une période. Il y a plein de choses à faire encore. Qui est très intéressante et je pense que pour les les jeunes ingénieurs, les jeunes diplômés, venez vraiment vers les entreprises comme la nôtre parce qu'on a besoin de cette intelligence-là. Pour effectivement atteindre notre objectif en 2050 et on compte effectivement sur les jeunes générations pour venir nous aider en fait à mettre tout ça en place. Merci beaucoup Catherine pour cet échange, c'était hyper intéressant. J'espère que les auditeurs du coup vont apprécier cet échange. C'était assez court mais on aurait pu parler pendant des heures. Je t'invite même à Paris, si tu es de passage, n'hésite pas à me faire signe et de venir dans le studio pour refaire un autre podcast beaucoup plus long. Je pense qu'on a énormément de sujets à venir et pourquoi pas l'année prochaine. Avec toutes ces évolutions que tu m'as citées, peut-être nous en parler et voir ce qui est parti en production. Je parlais des cas d'usage, notamment sur l'IA générative. Tu m'as parlé d'une douzaine de cas qui serait intéressant d'évoquer un peu plus en longueur. Merci à toi. Profite du temps qui te reste dans ce salon et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.